Bien, donc dernière partie de la matinée, après la récréation du terrain. Donc on reprend avec, on va dire, 4 interventions. Si on est en retard, la mienne sera facultative, donc on verra. Donc je vous les représente au cas où. Donc François Julliard, donc je ne vais pas rappeler son passé, on parlait de Dancos, mais il a été d'abord l'entraîneur de Dancos, donc un grand entraîneur de perche, mais de nombreux athlètes. Et si on l'a fait venir, c'est parce qu'il est en train aujourd'hui aussi bien des benjamins, des minimes que des vétérans, que voilà, tous les gens qui veulent s'entraîner, il est sur le stade. Et donc il viendra parler du Clermont Athlé. Alors pas que le Clermont Athlé soit le meilleur exemple. Mais parce que voilà, c'est quand même une organisation, il a des convictions, il a essayé de transmettre ça et de transcrire ça sur le terrain, donc il nous montrera voilà ce qu'on peut faire, mais aussi les freins que vous allez reconnaître puisqu'ils existent aussi parfois chez vous. On aura le même type d'intervention, alors quelqu'un de différent, Sébastien Arsac, du RS Saint-Cyr, donc une structure plus proche peut-être d'un grand nombre de clubs dont vous êtes les représentants, et puis Eric Sorel, enseignant EPS, Bussy-Saint-Georges, pour ceux qui suivent les résultats UNSS, il n'y a pas beaucoup de championnats de France UNSS où Bussy n'est pas sur les podiums chez les jeunes, donc ça c'est lié aux hommes, on a déjà dit, et donc il faisait remarquer que d'habitude il était dans les gradins, mais comme l'élève vient de dépasser les mètres, eh bien, on le fait passer maintenant de l'autre côté, puisque après il a fait le lien aussi avec le club, voilà, c'est une structure qui fonctionne, qui produit. Donc voilà, c'est 3 expériences différentes, parce que d'abord les hommes sont différents, parce que leur structure est différente, mais c'est aussi la richesse. Donc ils vont chacun intervenir pour présenter un peu voilà, comment ça fonctionne, c'est un partage d'expérience, c'est pas un cours magistral, et après on aura des échanges. Si j'ai le temps, moi je verrai, mais j'ai juste été pour présenter comment la fédération suivait les minimes depuis, pour ne pas remonter au calendrier grec, mais depuis François Julliard, l'opération minime jusqu'à Horizon 2024. Mais bon, si on pense que c'est plus utile le reste, on restera dessus, je l'enverrai pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de problème. Donc on va d'abord laisser la parole à François, vous autres vous pouvez vous mettre tout le côté ou là, je ne sais pas si ça gêne quand vous êtes assis là, mais... Bon. Bonjour à tous, bonjour surtout à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Je suis un petit peu gêné pour cette intervention dans la mesure où Philippe m'a demandé de vous parler surtout de mon club, qui est une grosse structure, qui a ses qualités mais qui a aussi ses défauts, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer avec quelques inquiétudes qui sont les miennes et qui sont peut-être communes à celles que vous ressentez. J'ai une expérience longue dans l'athlétisme, je fais hélas partie des anciens, et donc je crois que j'ai à peu près tout vu en matière de fonctionnement du club, de relations avec le milieu scolaire et autres. J'ai eu la chance de créer autrefois une section athlétisme-études qui a fort bien fonctionné, qui existe toujours en tant que section sportive à Clermont-Ferrand, mais qui n'a plus la même vie qu'autrefois, puisque les sections sportives maintenant sont animées par les profs de PS qui fonctionnent d'une façon un peu plus bénévole qu'autrefois. Alors il reste des gens extrêmement motivés, heureusement, parmi eux, comme nos collègues là qui vont parler tout à l'heure. Malheureusement, je crois qu'on a un peu abandonné ces structures qui étaient petites, mais de proximité et, je pense, très efficaces. Alors, pour vous parler de Clermont Athlétisme, cette grosse structure est née finalement d'une fusion de plusieurs clubs qui fonctionnaient sur l'agglomération clermontoise, et aujourd'hui on a plus de 2000 licenciés. Bon, donc c'est quelque chose de très important. Il y a un certain nombre de sections locales qui sont le Stade Clermontois, l'AS Montferrand, le foyer des jeunes de Landes, la section de Serrat et la section de Cournon, avec des effectifs qui sont assez variables.
La section de Montferrand regroupe plus de 1500 licenciés, mais en fait, il y a plus de 1100 pratiquants du sport en entreprise qui viennent de la manufacture Michelin et qui sont pris en charge totalement par l'entreprise. Donc ce sont des gens qui ont une licence au club, mais en fait qui sont des pratiquants dont le fonctionnement est totalement séparé de notre activité. Dans les statistiques, ça fait bien et ça gonfle nos licenciés, mais c'est sans impact sur l'activité des plus jeunes et sur l'activité et la pratique compétitive. Le Stade Clermontois et l'AS Montferrand étaient les structures qui au départ se sont réunies, qui étaient traditionnellement opposées, avec des cultures très différentes, mais finalement ce regroupement a été le fruit d'une nécessité. Le fait que les clubs avaient des difficultés financières et des difficultés sportives et que les collectivités ont énormément évolué puisque des communautés de communes et d'agglomérations sont nées et ont pris la maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre d'équipements comme le stade couvert de Clermont-Ferrand que vous connaissez certainement, qui est un très bel équipement et donc qui a vu le jour au début des années 2000 et qui est très fréquenté et qui aurait pu être un lieu de conflit entre les uns et les autres pour son utilisation. Donc c'est un petit peu pour ça que nous avons fait ce nouveau club en créant un nouveau club qui est le club maître Clermont Athlétisme Auvergne, auquel sont affiliées les sections locales qui étaient les anciens clubs, le Stade Clermontois, l'AS Montferrand, Langres, Cournon et les autres. Donc on a dans cet effectif 225 benjamins et minimes, avec une majorité de filles. Donc c'est quand même un effectif jeune qui est important et qui est encadré par une vingtaine d'animateurs et d'entraîneurs répartis dans les sections. Puisque notre structuration, c'est ces sections locales qui couvrent territorialement l'agglomération et ces sections prennent en charge les plus jeunes, les moins de 15 ans. Donc les benjamins, les minimes, mais aussi ceux qui sont plus jeunes, qui sont pris en charge dans ces sections. Le club maître, lui, il a une autre fonction, c'est la pratique compétitive des cadets à seniors, les gens qui s'entraînent, qui participent à des compétitions à partir du niveau interrégional, et la prise en charge du haut niveau, puisque nous avons même 2 athlètes professionnels qui sont affectés directement d'ailleurs en termes de licence au niveau du club maître. Donc il s'agit de Renaud Lavillenie et de Garfield Darien. Donc les avantages de la structure, c'est une bonne relation avec la communauté d'agglomération et des subventions qui sont quand même conséquentes. Et ce qui n'empêche pas la vie propre de chaque section. L'avantage de la structure, c'est une meilleure utilisation du stade couvert avec moins de conflits. Bon, certains encombrements, le mercredi notamment, mais moins de conflits, et puis une certaine mutualisation des compétences et des moyens. Les résultats, ils sont de bons résultats. On a un club qui est quand même puissant, puisque il est premier au classement fédéral actuellement. On est finaliste de l'Interclub Élite, on a été champion de France Interclub Espoir. Ce sont globalement des bons résultats qu'on peut essayer d'affiner en termes de qualité, en regardant notamment les qualifiés, les médaillés au championnat. Et là, on est présent sur tous les championnats de France avec une certaine réussite. La qualité
de ce club est aussi reconnu par la fédération à travers les labels. Alors je suis un peu à l'origine de l'affaire des labels. C'est devenu quelque chose de très compliqué. Au départ, l'idée était plus simple. C'était créer des labels spécifiques pour l'accueil, pour l'entraînement, pour l'organisation, avec des retours positifs de la fédération. Là, c'est plutôt des contraintes imposées par la fédération, mais enfin, il n'empêche que ce club a le label 6 étoiles. Il paraît totalement merveilleux quand on le regarde de l'extérieur. Donc cette démarche de qualité que je souhaiterais qu'on arrive à promouvoir, ça passe par la fidélisation d'abord. Hein. La fidélisation, c'est faire venir les gens au club, venir s'entraîner, être régulier dans la pratique. Et je crois que, on y arrive plus ou moins. On y arrive à travers les jeunes animateurs qui sont très convaincus et qui, avec les benjamins et les minimes, puisque c'est le sujet de ce colloque, font vraiment beaucoup d'efforts pour faire venir les gens au stade régulièrement, souvent, puisque je pense personnellement qu'il faudrait que les enfants viennent le plus souvent possible au stade. Et 2 fois par semaine, ce qui est la moyenne nationale dans ces catégories, me semble très insuffisant. Si on arrive à les faire venir plus souvent, pas forcément très longtemps, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc fidéliser, on y arrive assez bien. Éduquer, je pense qu'on le fait également assez bien, c'est-à-dire qu'on donne de bonnes habitudes aux enfants. Ils viennent au stade, ils ont leurs équipements, ils disent bonjour, ils disent merci, ils sont gentils avec leurs copains, enfin dans la plupart des cas. Vous voyez, ce genre de choses qui tournent autour du respect mutuel qui doit exister entre l'encadrement, les dirigeants et puis les athlètes, aussi jeunes soient-ils. Donc de bonnes habitudes qui peuvent être prises. Là, personnellement, je trouve qu'on fait assez bien notre travail. On a une certaine vision, une certaine ambition en termes de citoyenneté vis-à-vis de nos partenaires locaux. Alors là, je dirais qu'une démarche de qualité, c'est aussi instruire. Je trouve que l'instruction est une chose qui se perd beaucoup actuellement et qu'il faudrait réhabiliter. Et là, quand j'observe les compétitions auxquelles participent nos jeunes, là ils sont très nombreux, et que je regarde ce qu'ils sont capables de faire en sprint sur les haies, au lancer de poids, au saut à la perche, je suis quelquefois étonné de constater qu'après 1 an de pratique, 2 ans de pratique, leurs connaissances concrètes de l'activité, leur savoir-faire sont tout de même très limités. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts au niveau de l'encadrement. D'ailleurs, je suis venu avec 2 jeunes entraîneurs là, qui sont vraiment motivés. Je pense que notre démarche, ça doit être de les aider à se perfectionner, à devenir de plus en plus performants. Parce que ça, c'est l'avenir, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Je suis très convaincu sur cette affaire d'instruction parce que, concernant l'approche des disciplines, il y a des choses très simples qu'on doit envisager. Par exemple, en sprint, il faut apprendre à partir, à accélérer, à maintenir sa vitesse. Ce sont des choses simples. Des idées simples, mais qu'il faut mettre concrètement en œuvre. Et je constate que, malheureusement, nos jeunes, là, sont quelquefois un petit peu handicapés parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose. Et pourtant, c'est possible de faire des choses intéressantes. Cet enfant-là, j'ai pris en photo parce qu'il était venu au stade pour s'amuser. Il avait 8 ans, là. Donc, il a une attitude qui est vraiment intéressante, quoi. Donc c'est possible de faire ça à des enfants. Il aurait 14 ans, peut-être qu'il arriverait moins bien à le faire. Ça, c'est pas sûr qu'il ferait aussi bien à 14 ans spontanément. Mais bon, si c'est possible, eh bien, il faut essayer d'avancer dans les savoir-faire techniques. Je vous ai pris un autre exemple, c'est le saut à la perche. Là, ici, on voit un jeune qui s'appelle toujours, Baptiste Boiry. Il a franchi 5,50 ou 5,55 à la perche. Je ne sais pas, Agnès, si je me trompe, tu me rectifies. Et donc, c'est un jeune, là,
j'avais pris en photo quand il était minime. Donc il a une liaison course présentée à impulsion qui est assez remarquable. Nous avons au sein de notre club une tradition de saut à la perche très forte, hein, avec une filière saut à la perche qui, malgré peut-être des petites tensions ici ou là, est très très performante. Hein. Donc il y a actuellement 4 entraîneurs saut à la perche, dont un qui s'occupe plus particulièrement des petits, et il y a un savoir-faire qui s'est transmis et dont je suis heureux de saluer d'ailleurs une de nos anciennes condisciples ici, Agnès Luc-Bardon. Et je crois que c'est vraiment une filière d'excellence qui existe là. Alors si on regarde par exemple sur ce thème là de s'équilibrer sur la perche, il était minime, Agnès trouverait sûrement que c'est peut-être pas aussi formidable que ça puisqu'il s'écarte beaucoup de son engin, mais enfin ça c'est pas l'important. L'important c'est ce qu'il y avait avant, c'est ça, c'est-à-dire que la liaison course présentée impulsion est correcte. Donc il y a des savoir-faire qui me paraissent très importants à acquérir, d'autres qui peuvent attendre et qu'on perfectionnera avec le temps. Je vous ai pris un autre exemple, là c'est un exemple de lancer de poids avec cette jeune Benjamine qui n'était pas au club d'ailleurs, qui est au club depuis seulement 2 ans. Elle n'était pas au club en Benjamine. Mais visiblement, en Benjamine, elle savait déjà faire des choses assez bien. Vous voyez, dans son geste final, elle est un peu inclinée sur le côté, mais globalement, c'est pas trop mal. Elle a ses appuis qui sont un petit peu décalés sur la droite, mais enfin bon, c'est pas trop mal. Donc, elle est capable de faire des choses. Elle avait 13 ans, là, elle a fait ça. Donc, elle s'est poussée dans le poil, c'est communiquer de la vitesse au poil, c'est lui donner de l'angle. Et vous voyez ce que ça donne là sur le petite chronophotographie que j'avais faite à l'époque, parce que ça m'avait frappé ce comportement. Chez une Benjamine qui lance en rotation, bon, c'est perfectible, mais je ne sais pas ce qu'en pense Claire, mais bon, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Donc, c'est possible d'apprendre ce genre de choses relativement jeune. Donc, certes, il y a la formation générale qui est très très importante. Hein. Là, il y a eu des interventions relativement brillantes sur le sujet hier, et puis vous avez vu un certain nombre de choses ce matin qui sont tout aussi intéressantes. Mais à un moment donné, il faut aussi rentrer dans l'apprentissage technique sur des choses qui sont plus ou moins basiques, mais au moins que les basiques, entre guillemets, soient acquis. Je vous ai pris encore un autre exemple, là c'est du saut en hauteur, avec une Benjamine. Ok, une belle attitude, hein. Elle est très très grande au décollage, elle est parfaitement alignée sur la verticale. Hein. Faut déjà avoir ça au saut en hauteur. Hein. Et puis on voit que son saut, elle le fait dans la continuité de la course. Hein. Elle ne se jette pas en arrière. Donc si on la regarde franchir, c'est pas formidable. Et ce qui compte, c'est ça, pour moi. Hein. Donc ça, il faut l'apprendre très tôt. Ça, elle le perfectionnera avec le temps. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'était mon inquiétude actuelle vis-à-vis de mon club, puisque retraité depuis 2 ans, je m'intéresse uniquement à mon club et uniquement au terrain, c'est-à-dire tous les jours à l'entraînement. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le développement de l'apprentissage technique chez les benjamins et les minimes, et même plus tard, pour qu'on ait des gens dans une démarche de qualité qui aient réussi à apprendre des choses au sein du club, qui ne soient pas venus simplement pour être bien avec les copains et avoir bénéficié d'une ambiance intéressante et d'avoir pratiqué globalement l'athlétisme. Il me semble que un benjamin ou un minime qui est là depuis 1 an ou 2, il doit avoir appris des choses, peut-être pas dans toutes les disciplines, mais au moins dans plusieurs disciplines tout de même, puisque cette approche pluridisciplinaire m'est aussi très chère, puisque je suis très attaché aux épreuves combinées, comme vous le savez certainement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je sais ce que vous entendez.
pas en faire la même chose. Hein. Bien, donc comme l'a dit Philippe tout à l'heure, moi je suis prof d'EPS sur Bussy-Saint-Georges, j'anime une section sportive. Donc là j'ai présenté hier à l'INSEP un colloque sur la même chose. Donc j'ai repris en gros le PowerPoint, je vais essayer d'avancer un petit peu sur certaines photos. Si jamais je suis trop long, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc globalement j'aborderai 6 points. Donc la collaboration avec le club, pourquoi collaborer, sous quelle forme. Ensuite, je vous ferai part de mon expérience sur la section sportive sur le collège de Claude Monet, comment on fonctionne et s'il y a des choses qui peuvent vous aider, le point fort, le point faible, et ensuite, un truc qui est assez important pour nous, les indicateurs qui nous permettent de voir si cette collaboration est efficace ou pas. Alors d'une part, collaboration, j'ai remis un petit peu cette définition de Wikipédia, c'est surtout ce qui m'intéresse, la notion d'atteindre un objectif et s'associer pour les objectifs communs. Donc moi j'ai été démarché à plusieurs fois les clubs, il a fallu que j'apporte au club en tant que prof d'EPS l'intérêt de s'associer. Et j'ai en gros connu 4 cas. Donc le cas où effectivement il y avait un prof qui était impliqué dans le collège, donc il y avait surtout une ASAT qui fonctionnait très très bien, et un club complètement fermé. Bon, là, je crois on verra tout à l'heure, c'est un cas qui est pas trop problématique, puisque globalement, je pense que le club est toujours intéressé par des élèves qui arrivent et qui sont motivés. Deuxième cas, c'est un club qui est très impliqué, avec pas d'athlètes du tout au collège, et un prof fermé. Donc là, moi, je ne connais pas au collège, mais j'ai le cas au lycée, c'est-à-dire que nous, on a un club qui est très dynamique, qui bouge beaucoup, et les profs au lycée qui sont complètement fermés à toute activité. Donc là, c'est une situation où ça a du mal à débloquer. Et ensuite, les deux autres cas, donc le cas impliqué, les profs impliqués, mais peu de lien. Donc là, il suffit que je pense que les gens se rencontrent et soient convaincus de leur intérêt et ça avance bien. Et ensuite, le cas idyllique, ce qui a été le nôtre, c'est un prof impliqué, un club impliqué, du coup, on a pu créer derrière un lien fort. Voilà, donc je ne vous cache pas que les scolaires sont un potentiel énorme, donc vous soyez entraîneur de club ou vous avez prof d'EPS, on touche un public qui est quand même assez conséquent. Et donc du coup, deux objectifs dans cette collaboration. Le premier, c'est un objectif, je pense quantitatif, l'objectif c'est effectivement d'avoir un maximum d'élèves qui viennent à la clé. Et le deuxième, c'est l'objectif qualitatif. François en a parlé tout à l'heure, augmenter le niveau de formation, et je rajouterai quelque chose, c'est surtout préserver les athlètes. C'est-à-dire qu'augmenter le niveau ne doit pas se faire à tout prix. Il faut qu'à un moment donné se rappeler qu'on s'adresse à des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, même ce matin, j'ai vu des choses très intéressantes, et la notion de préservation est importante. Donc dans le choix des contenus, dans l'organisation du calendrier, dans les formes de compétition, tout à l'heure j'y reviendrai. Alors, bon là, je vais passer rapidement dessus. Pour faire venir les collégiens à la clé, nous on a eu plusieurs systèmes. On a proposé une licence athlée découverte où le club offrait à tous les licenciés UNSS athlés la licence fédérale. Alors, la part fédérale de la licence. On fonctionne avec le CM2 sur une journée athlée sous forme de kits. Donc je pense que tout le monde connaît le kits athlée. Compétition, animation par équipe, donc journée très festive, faire autre chose que ce qu'ils font habituellement. L'opération vitesse, donc là c'est toujours pareil, faire venir à la clé, l'opération vitesse c'est pas de moi, c'est Gérard Lacroix sur Poitiers qui lors d'un stage m'avait donné cette idée-là. En fait il suffisait simplement de leur mettre 10 mètres lancés en cellule, ils avaient leur temps, certains se découvraient qu'ils étaient rapides, ils se disaient tiens si j'allais faire un petit tour du côté du club, ça pourrait être sympa de voir ce qui s'y passe. Et entre autres, nous, on a utilisé ce système de détection pour amener à faire connaître la clé et à ramener des personnes qui, à la base, n'auraient pas été intéressées sur notre section sportive. Activité fun. Donc, c'est clair que, c'est encore une fois, c'est ma conception, mais je pense que c'est plus intéressant de faire sauter à la perche des gamins de 10 ans que de faire courir autour d'un stade. En tout cas, au début, je pense qu'on a plus de chances pour les voir revenir que si jamais on travaille sur l'énergétique trop tôt, marteau et les relais. Bon, il y a deux autres actions, il y a la clé, l'accompagnement éducatif, qui sont des actions qui peuvent être des clubs en direction des écoles, mais que nous, pour l'instant, on n'a pas mis en place. À noter peut-être que la clé cette année sur le lycée,
Ça, pour parler, on verra bien. Donc, ensuite, formaliser les animations en commun. La convention en club en collège, donc on l'a mis en place avec le président du club. Alors, je vais y venir rapidement. Hein. Donc là, l'idée, tout à l'heure, je vous parlais de collaboration. J'ai synthétisé, on a favorisé l'adhésion le plus grand nombre, mettre en commun le matériel. Moi, ça me semble évident que sur un stade, si on a du matériel qui peut servir aux jeunes qui sont en fait les mêmes en EPS qu'on a au club, autant qu'ils servent à tout le monde. Éviter les chevauchements des entraînements. C'est clair que quand on a une activité PS le mercredi après-midi et qu'on se retrouve en même temps avec l'entraînement du club, ça peut poser problème. Donc nous, on l'a organisé comme ça. Organiser le calendrier, fixer les dates de compète, j'y viendrai tout à l'heure. Et nous, un petit truc qui nous tient à cœur, c'est les fonctions de jeunes officiels et d'animateurs jeunes. Donc dès la classe de 3e, on envoie les jeunes athlètes, MIM, pour encadrer en adjoint dans un premier temps, mais pour encadrer les sections de l'APO du club, pour déjà avoir une petite notion. Alors déjà, le fait de passer de l'autre côté de la barrière, ça les amène à voir un petit peu les choses différemment. Donc, cette année, on a 12 entraîneurs de APO. Quand je dis ça, les gens disent 12 entraîneurs. On a 70 licenciés, 12 entraîneurs. Et on en a 75% qui sont issus de la section sportive. Donc je reviens le partenariat UNSS-FFA, faire en sorte que les gens circulent de l'un à l'autre. Hein. Je suis athlète au lycée, je suis même athlète et je peux faire le collège, je peux faire les compétitions fédérales. Et de la même manière, je suis athlète dans mon club et j'ai un prof de lycée ou de collège qui a envie de me faire participer aux compétitions. Cette passerelle-là, elle peut exister, en tout cas elle existe chez nous. La formation jeune officielle, dont je l'invite, et notre section sportive, donc qui nous intéresse peut-être un peu plus. Donc on a ouvert en 2006, on a 50 élèves de la 6e à la 3e. On a cette année 28 minimes et 22 benjamins. Et on a tous les athlètes qui sont double licenciés, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois leur licence scolaire et leur licence fédérale. 3 entraîneurs à BNR, donc on est au-delà du 2 dont tu parlais tout à l'heure, on a un en plus, donc 2 fois 1h30. On verra tout à l'heure qu'en effectif, c'est pas tout à fait ça, et un créneau de 2 heures, et les compétitions scolaires et fédérales. Donc là, je vous ai mis juste les images pour que vous puissiez vous rendre compte, on entend parler de Bussy. On se dit, ouais, attends, l'installation qu'il doit y avoir à Bussy, ben voilà, l'installation, c'est ça. Piste de 250 mètres avec 4 couloirs, on a, pas parler de ce toit en longueur, un bac à sable, en fait, hein. Voilà, on n'a pas de cage de lacet, on n'a pas d'air de javelot, on ne le voit pas ici, mais on a quelques aires de poids au fond qui sont assez intéressantes. Et chose qu'on a, que j'ai demandé dès que je suis arrivé, c'est un sautoir à la perche, parce que je suis un peu convaincu de l'intérêt formateur de la perche. Alors parmi les points forts, on a quand même une assiduité, puisque l'entraînement est inscrit à l'emploi du temps des élèves. Ils finissent le lundi et le vendredi à 16h, pour avoir l'entraînement jusqu'à 17h45. Donc ça c'est bien. Ils participent aux compétitions. Alors sur les compétitions, je vais peut-être détailler un tout petit peu. Voilà, on leur donne un calendrier qui est un calendrier où d'un côté, alors celui-là c'est pas celui de cette année, celui qui a 2 ans, ils ont d'un côté les compétitions UNSS et de l'autre côté les compétitions fédérales, ce qui fait qu'ils peuvent arriver à s'organiser à l'avance. Et comme nous, on a quand même, on essaye de leur mettre en perspective les objectifs, on leur donne les dates importantes, on essaye de mettre un petit peu les couleurs, pour qu'au fur et à mesure de la saison, ils puissent se rendre compte d'une part si je ne suis pas au taquet sur ma première compétition sur un championnat 77, c'est pas grave, quoi, parce que l'objectif il n'est pas là, il est ici, ça nous amène à se projeter un petit peu sur le futur. Donc je reviens, le suivi des athlètes, on a la chance de les suivre de Benjamin 1 à Mine 2, donc on sait nous ce qu'ils ont fait là, et on a un programme sur les 4 années, et on a très peu d'abandon. La sélection à l'entrée en 6e, c'est un avantage aussi, c'est-à-dire que on a la possibilité de trier. Alors d'ailleurs on était avec une collègue qui avait une population qui était beaucoup plus difficile que la nôtre. À Bussy, on a la chance d'avoir une population qui est quand même assez favorisée. Mais pour ça, nous on a mis l'accent vraiment sur la notion de sérieux par rapport à la sélection. C'est-à-dire qu'on fait passer des tests, mais ça nous est arrivé de nous passer de la meilleure au test, parce qu'on a estimé que globalement son profil, je dirais pas scolaire, mais ses capacités d'attention, concentration n'étaient pas assez bonnes et qu'elles pouvaient à terme perturber le groupe. Voilà.
rapport à la gestion de la charge de travail, on a aussi l'avantage de tout étaler dans la semaine. C'est-à-dire que le gros souci souvent chez vous, c'est que les élèves ils sortent des PS de 15 à 17, ils enchaînent avec un. Et on a le choix et on a cette possibilité de tout répartir sur la semaine pour qu'il n'y ait pas deux séquences de sport le même jour. Je regarde ma montre pour essayer d'aller vite. Alors, un des points forts aussi, c'est notre culture athlète collective. Donc l'avantage, c'est que les compétitions UNSS ne sont que des compétitions par équipe. J'ai l'avantage parce que nous, on est fondamentalement convaincus de l'intérêt du collectif dans un sport individuel. Et qui plus est, dans le choix des compétitions, on amène toujours les athlètes dans un premier temps. Alors, je sais que certains vont dire, voilà, mais après, qu'est-ce qui va devenir? Au moins pendant quelques années, pendant 4 années, ils vont vivre de l'athlète ensemble. Et je pense qu'au niveau de la fidélisation, c'est quelque chose qui peut les amener à poursuivre. Il y a un suivi médical qui est obligatoire sur la section. Et on a aussi, nous, l'avantage d'avoir des parents qui sont très impliqués. Alors ça n'a pas été de soi, quand je suis arrivé, moi je leur dis, la porte du stade est toujours ouverte, vous venez quand vous voulez. Et puis multiplier les moments de convivialité, où on boit un coup ensemble, on parle de progrès, ça crée des liens, puis du coup on a les parents qui s'impliquent, qui viennent une fois, qui viennent 2 fois, qui nous aident en tant qu'officiel, et après qui rentrent au bureau, et ce qui fait qu'on a une structure qui s'allonge un petit peu. Alors les difficultés, parce que c'est bien qu'on a des résultats, mais le point fort des résultats, j'en parlerai tout à l'heure. Donc la principale difficulté qu'on a en section, c'est gérer le double calendrier. Donc on a 5 compétitions UNSS, en comptant les championnats de France, c'est-à-dire les compétitions par équipe plus un championnat de relais, parce qu'en UNSS on a aussi un championnat de relais. Et en fédéral, on a 8 compétitions partant du niveau départemental pour aller jusqu'au point d'or. Donc ça fait les individuels, les triathlons, les épreuves combinées, les équipes athlées et les points d'or. Donc parmi tout ça, nous on a fait le choix de garder les épreuves combinées, parce qu'on est, comme la PH, fondamentalement convaincu de l'intérêt des épreuves combinées, et les compétitions par équipe, donc en UNSS tout, et en fédéral, les équipes athlées. Alors sur la gestion du groupe calendrier, juste je vous montrer un petit peu les problèmes que ça pose. Donc ça c'est, globalement c'est un programme de 3 semaines, puisqu'on fonctionne sur le cycle de 3 semaines. Là, vous vous rendez compte que on a quand même, sur les 21 jours qu'on a de la semaine, on a 7 jours qui sont consacrés aux compétitions. Donc ça, c'était tel que c'était prévu à l'avance. Je ne vous cacherai pas que les championnats d'Île-de-France, épreuves combinées, au retour des France UNSS, on a passé 3 jours sur le stade, on l'a zappé. Et les championnats 77, on a allégé le programme de compétition en laissant simplement les épreuves sur lesquelles les athlètes avaient peu de chances de se blesser. Donc on a zappé la perche, on a zappé les haies, on a gardé les relais, les lancers, on a zappé les sauts aussi, pour que derrière, au niveau des France UNSS, ils puissent arriver à parfait. Là on a parfait puisqu'on est double champion de France en universal et une fille. Alors, notre tonneau pratique, tout ça pour vous dire que on a effectivement 5 heures sur le papier. En réalité, on est obligé de se déplacer au stade en bus. Donc on a que en 1h05 à 1h10 de pratique. Ce qui veut dire que on n'a pas beaucoup de temps, et qui dit pas beaucoup de temps, il faut faire des choix. Et les choix on les a fait principalement sur un travail technique, donc priorité à des activités très techniques et qui nécessitent un apprentissage un petit peu plus long. Donc on a fait le choix des haies, on a fait le choix de la perche, on a laissé un petit peu de côté tout ce qui était énergétique, c'est-à-dire l'aérobic qui se fait juste en entretien mais pas en développement. Le travail de vitesse longue qu'on fait peu aussi, même si on en fait un petit peu. Autre point faible, c'est que faire après, parce que c'est bien beau les sections sportives, c'est cool, ils passent 4 années ensemble, ils s'éclatent, ils partent ensemble en championnat, et puis quand ils sortent de là, qu'est-ce qu'on fait? Notre structure est un peu jeune, parce qu'elle est ouverte en 2006, donc on n'a pas assez de recul, mais pour l'instant c'est vrai que cette année on est confronté à ce problème-là, des élèves qui se dispatchent. Donc on travaille actuellement sur arriver à faire le lien avec le lycée. Au niveau de la ligue, on est en train de mettre en place des choses petit à petit, mais c'est vrai que pour l'instant, à l'heure actuelle, on est un peu sec là-dessus, parce que ils se disent ouais, la clé c'est le collège, une fois que le collège est terminé, il n'y a plus la clé, on arrête.
Alors certains continuent encore dedans. Alors peut-être c'est nous qui ne sommes pas peut-être sur la bonne longueur d'onde, je sais pas, enfin quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a quand même une déperdition. Alors je pas, ça s'arrête pas tout, hein, mais là par exemple cette année on a perdu les 40% de l'effectif sur le passage de minime à Cadet. Conserver les bons jeunes au club, alors ça aussi c'est un souci, hein, parce que plus les résultats sont bons et plus on sent les vautours avec leur grande dent qui se rapprochent délicatement des jeunes en disant bah tiens chez nous tu vas voir c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'avec notre petite piste de 250 mètres, on peut pas énormément rivaliser, même si à un moment donné on a quand même les encadrements. Et puis j'ai rajouté pas ou peu d'aide de nos institutions. Là on fonctionne en autonomie totale, on n'a pas d'aide du comité, on n'a pas d'aide de la Ligue, on n'a pas d'aide de la Fédé. Alors ça change un peu, hein, je sais qu'au niveau fédéral il y a des choses qui sont mises en place, hein. On a parlé dans le mois de Daniel déjà, les formations qui sont offertes aux professeurs du PS, c'est très bien. Et c'est vrai qu'en termes vraiment d'aide naturelle, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes d'aide financière, on a zéro. Tout au plus, on a peut-être de temps en temps, si on se qualifie au championnat de France, une petite dotation du conseil général. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, on est quand même assez pauvre. Donc les indicateurs, c'est important parce que ça permet de voir si globalement ça marche ou pas. Donc le premier, je parlais tout à l'heure d'un quantitatif, donc le nombre de licenciés minimes au club. On voit une évolution, on est passé de 27 en 2008 à 46 en 2014. Je pense qu'on va mettre un peu le frein parce que tant qu'on n'aura pas de structure plus importante, on ne va pas pouvoir rentrer tout le monde sur le stade. C'est vraiment problématique. Et puis le deuxième indicateur, c'est le résultat. Donc l'année dernière, c'était le point d'orgue. On fait 5 titres de champion de France en scolaire. Et on fait 5 athlètes au point d'or. 5 athlètes sur 60, on avait 73 Benjamin minimes, quoi. Donc ça fait un pourcentage assez intéressant. Et on est champion de France d'épreuves combinées par équipe. 4 équipes qualifiées pour la finale nationale des équipes athlètes. Donc là aussi, je crois qu'il y aura 3 clubs en France qui a amené 4 équipes, une fille garçon, cadette et cadet. Et on est champion d'Île-de-France en Benjamin sur le tour régional. Donc quelques autres résultats que j'ai mis en vrac, hein, le classement en club minime. Enfin, qui nous donne pour nous des pistes, voir si l'évolution elle est bonne ou pas. Hein. Le classement des challenges équipes athlètes, la spécialité, ça vous connaissez. Le challenge Agrafar, ceux qui sont pas de la Ligue, vous ne connaissez pas, c'est un classement qui est sur les Benjamin minimes, en fait, sur les 12 meilleurs triathlètes Benjamin minimes, garçons et filles. Et puis l'évolution du nombre d'athlètes poursuivant dans une structure de niveau. Je ne mettrai pas évoluer dans une structure de niveau et qui reste au club, parce que malheureusement, on avait 2 athlètes qui sont partis sur une structure de niveau et qui nous ont fait un petit coucou en disant excusez-nous, on va aller voir ailleurs cette année. Donc pour l'instant, on est encore en stand-by. On a 4 athlètes de nouveau qui sont sur liste potentielle. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que j'ai été bon sur le timing. Donc je vais laisser la parole, Philippe. Les questions, on les fera à la fin. Non, mais je veux dire. Ok. Je crois que celui-ci c'est plus facile pour moi parce que j'ai pas de. Il marche celui-ci, oui. Oui, vous m'entendez là? Ouais. Voilà. Moi je vais vous présenter donc le club du réveil sportif de Saint-Cyr. Donc rapidement, je suis arrivé au club en 2000. J'étais donc à l'époque. Je suis désolé, mais j'ai le projecteur dans les yeux. Voilà. L'autre il marche aussi, non, je crois. Celui-ci, ouais. Donc je suis arrivé en 2000 comme salarié. Je suis issu du dispositif emploi jeune et donc par mon cursus, j'étais pas du tout dans le milieu du sport. J'étais étudiant et puis par ma trajectoire sportive et les rencontres, j'ai pu finalement aller vers des formations du brevet d'État. Enfin, j'ai passé le brevet premier degré, puis second degré. Et donc mon travail a consisté à apprendre
en fait, comment dire, la demande en fait du club au départ, c'était de pouvoir encadrer un club qui changeait de profil. C'est-à-dire que c'était un club essentiellement de gens issus de la course hors stade, avec une école d'athlée qui commençait à pousser, assez florissante. Et donc le président de l'époque, sentant que globalement il y avait quelque chose à faire, a souhaité finalement professionnaliser quelqu'un. Donc à cette époque-là, je me suis présenté, c'est moi qui ai eu le poste. En fait, tout était à faire. C'est-à-dire que c'était un club très jeune, qui avait, quand je suis arrivé en 2000, à peine une vingtaine d'années d'existence, et donc avec très peu de culture athlétique au départ. Les gens qui étaient dans cette structure étaient des gens qui avaient finalement renoncé à suivre ce qui s'était fait, c'est-à-dire une fusion des 3 clubs sur Tours. Donc cette fusion avait amené des gens à créer finalement le réveil sportif, ou la section athlétisme du réveil sportif, puisque c'est un mini-sport. Et donc c'était très divers, avec des gens qui venaient de milieux très différents, avec des cultures très différentes. Donc finalement, effectivement, mon travail a été d'homogénéiser un petit peu ça toutes ces années, et puis de construire quelque chose qui puisse rester pérenne dans le temps. Enfin, c'était l'objectif en tout cas qui était plus ou moins sous-tendu au départ, puis qui est devenu, avec l'organisation d'un projet de club, qui est devenu plus prégnant avec le temps, quoi. Donc quand je suis arrivé moi au club, il y avait environ 160 licenciés. Et puis une vingtaine de jeunes qui étaient dans les catégories Benjamin, minime, là aussi une vingtaine de jeunes en école d'athlée, avec un gros turnover, les gamins sortant, rentrant, beaucoup, sur un an ou deux, j'ai connu des générations qui rentraient, qui fondaient aussi vite qu'elles arrivaient. Donc c'était la première des choses, ça a été de se dire effectivement comment on fait pour maintenir tous ces jeunes en situation. Et je vais retrouver mon document. Donc il a fallu effectivement mettre en place une école d'athlétisme, ça a été la première chose. Donc on a travaillé autour des benjamins, des minimes. Donc dans ce cadre-là, des gens se sont finalement associés ou sont rentrés dans l'encadrement. À l'époque, quelqu'un qui venait donc de la région parisienne, il y a eu Jean-Pierre Thoreau qui nous a rejoint, il y avait un perchiste qui avait ses enfants, qui lui a pris un groupe saut en marche, et donc autour de cette dynamique, on a réussi à mettre en place une première école d'athlétisme et donc à construire quelque chose au niveau technique, en essayant finalement dans un premier temps de mettre l'accent sur la dimension technique. Donc assez rapidement finalement on a réussi à avoir quelques résultats, notamment des qualifications sur les pointes d'or, et puis également chez les cadets et juniors, on a eu des jeunes qui sont entrés sur des championnats de France des Jeux, enfin, sur les championnats de France jeunes, cadets, juniors, aussi bien en lancé que sur le sprint ou les épreuves combinées. Une fois que ce travail a été fait, alors comme c'était une structure jeune, on a eu beaucoup d'aléas, on va dire, de fonctionnement, c'est-à-dire les ententes, les entraîneurs, la structuration, l'objectif, le projet, tout ça c'est quelque chose qui est venu dans le temps parce que on a eu de grands conflits. Donc certains entraîneurs sont partis, d'autres sont entrés, et donc ça a beaucoup desservi la continuité du projet. Donc de fait, ça a été quelque chose qui nous a obligés à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour s'inscrire dans le temps et qu'on soit beaucoup moins dépendant finalement des gens et pour que finalement on puisse structurer notre encadrement. Le temps aidant, malgré tous ces événements, on a vu notre école d'athlétisme grandir, plus de benjamins, plus de minimes, ce qui nous a permis finalement de les séparer dans un premier temps. Avant, on faisait un entraînement collectif, on avait beaucoup de benjamins, beaucoup de minimes, c'était tout le monde ensemble. Donc, avec plus d'entraîneurs, on a aujourd'hui des benjamins qui ne s'entraînent plus avec les minimes.
ce qui nous a permis techniquement là aussi de différencier nos apprentissages, ce qu'on demande finalement à nos benjamins, ce qu'on demande à nos minimes. Et puis, alors là je vous livre ça un petit peu comme ça me vient, mais avec le temps on a aussi pris conscience, là encore, pour des raisons, vous voyez bien, d'entrée et de sortie d'entraîneurs, que avant d'aller sur la catégorie, en fait on s'est consacré assez vite sur les générations, en se disant, parce qu'au départ on a subi finalement cet effet générationnel. Il est arrivé, quand je suis arrivé au club, moi il y a eu une très bonne génération de minimes, donc qui nous a fait quelques années jusqu'en cadet, jusqu'à ce que ces jeunes deviennent juniors, puis espoirs, puis s'en aillent pour leurs études, et puis après c'était le grand vide. Donc finalement on s'est dit, finalement suivons les générations, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on n'hésite pas à dire, voilà, nos benjamins, si finalement j'ai des benjamins première année, comme c'est le cas par exemple beaucoup cette année, j'ai beaucoup de benjamins première année, puis j'ai un ou deux benjamins deuxième année, et eux je les ai emmenés avec le groupe avec lequel ils étaient auparavant, ils sont benjamins et minimes confondus sur ce temps-là. Mais pour le reste, ça reste bien, notre projet c'était de mettre les benjamins, puis les minimes, et puis de faire la transition comme on l'a fait. Mais on n'hésite pas à faire ces passerelles. Je le fais de même aussi entre les minimes et les cadets, pour des raisons souvent effectivement de vie de club ou de vie pratique. Dans le cadre des choses qu'on a essayé de mettre en place, alors tout ce que je vous dis c'est ce que j'ai mis en place, enfin c'est ce qu'on a réussi à mettre en place dans le temps. Donc en fait je ne vous l'ai pas indiqué, puis c'est vrai que j'ai pas de repère visuel pour vous donner ça, mais toutes ces étapes c'est des étapes qu'on a franchies dans le temps. Donc aujourd'hui j'en suis dans ce domaine-là. On est passé ensuite, une fois qu'on a eu structuré notre école de benjamin, notre école de minimes, qu'on a pu mettre en place ces passerelles, mais en gardant bien le groupe distinct, on s'est dit, voilà, il va falloir mettre l'accent sur le groupe de spécialité. Donc on a fait des groupes de spécialité, sprint, lancer. Plus récemment, on a un groupe finalement chez les jeunes de demi-fond. Ça, c'est quelque chose de récent. Alors, c'est marrant parce que paradoxalement, c'était un club au départ qui était issu du monde hors stade et c'est l'une des choses qui a complètement disparu dans un premier temps. Tout le versant de demi-fond, toute cette pratique-là, elle a été inspirée par la vie athlétique. Par l'athlétisme sur la piste, et donc depuis quelque temps c'est quelque chose qui revient. Alors je vous dirai peut-être après pourquoi. Et puis ensuite, quand tout ça finalement a été fait, et que tous les conflits politiques ont été passés, ça a été le temps finalement de faire le bilan. Donc ça a été globalement sur 10 ans cette mise en route, et d'établir un projet de club. Donc on a établi un projet de club qu'on a écrit avec maintenant de vrais objectifs sur une Olympiade, sur 4 ans, et donc on a fait là, à notre dernière Assemblée Générale, le point de ce qu'on avait réalisé. Si je fais donc le bilan en fait de ces 4 dernières années, on est passé globalement de l'arrivée de talents un peu spontanés, voire de générations spontanées, à quelque chose de plus nivelé. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive tous les ans, globalement, à avoir 2 ou 3 jeunes. Alors c'est à notre dimension, puisque pour vous donner une petite idée, tous les ans j'ai entre 30 et 40 benjamins et depuis quelques années donc autour de 30 à 40 minimes. Donc issus de ces différentes catégories, on a toujours 2 ou 3 jeunes qui percent sur 1 an ou 2 ans et qui vont donc au point d'or, parce que ça reste pour nous le repère principal pour l'instant. Donc ce renouvellement finalement de générations performantes, il y a 4 ans, c'est la mise en place à peu près de ce projet, commence à porter ses fruits, puisque depuis maintenant 1 an ou 2, on a donc des cadets, des joueurs dans 2 ou 3 secteurs qui vont au championnat de France jeunes. Alors, c'était le cas avant aussi, on avait des jeunes qui allaient au championnat de France, mais c'était pas quelque chose qu'on suivait, c'était quelque chose qu'on subissait, c'est-à-dire qu'à un moment, on avait un gamin qui était bon, on le prenait en charge,
on le mettait sur une discipline qui, sur laquelle on trouvait que c'était bien, que c'était son profil, et puis pop, ça arrivait comme ça. Alors que depuis quelques années, donc depuis la mise en place de notre système, si on peut dire ça de cette façon-là, on commence à détecter les jeunes de bonne heure, de se dire voilà, en Benjamin on a une petite idée, mais on verra bien, en minime il s'établit des choses, et en cadet, on a déjà discuté avec lui du fait qu'il allait se lancer sur telle ou telle épreuve, ce que finalement on a réalisé partiellement cet hiver pour la première fois, je crois, en disant que globalement des jeunes qui étaient bons en minime sont devenus bons en cadet ou en junior cette année et ont été à la hauteur à peu près des exigences qu'on s'était fixées. Alors, une des choses aussi qui a fait évoluer notre travail depuis ces 10 premières années où on avait mis en place ces différents temps de structuration, et aujourd'hui, pourquoi finalement ces jeunes-là sont performants? Parce que je pense que la première difficulté qu'on avait au départ, c'était de mettre un truc tout simple, c'était l'effort physique au centre du système. Parce que effectivement, notre premier souci, ça a été de structurer, c'est-à-dire de faire de la technique. Donc on avait mis beaucoup de choses, beaucoup de temps technique, mais finalement, à part les plus brillants, pour les autres, c'était pas forcément toujours très porteur. Donc on s'est dit, à un moment, ça suffit plus. On a la technique de ces moyens physiques, je sais plus qui l'a dit hier, donc on s'est dit, on remet ce travail-là au centre de notre dispositif, et donc on a reconstruit notre entraînement, ou l'enchaînement des phases d'entraînement, autour de ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de travail technique, bien entendu, mais dans la semaine, j'ai remis effectivement un temps privilégié pour ce travail de préparation générale qui évolue tout au long de la saison, mais qui fait qu'à un moment, les Benjamins ont un temps vraiment à part, ils le font déjà, mais sur leur temps de Benjamin, mais les minimes, les cadets et les juniors se retrouvent sur un temps collectif, c'est chez nous le mardi soir. Donc bien sûr, on adapte les exercices, on adapte à leur niveau de savoir-faire, mais il y a un vrai temps collectif. Ce qui fait que là aussi, on a commencé à mettre en place une culture, c'est-à-dire de dire, oui, mais avant toute chose, il faut développer nos moyens physiques. Et puis, on a été aussi beaucoup plus exigeant depuis ces dernières années sur les choix qu'on a fait. Alors, les choix de compétition, mais aussi des choix d'entraîneurs. À un moment ou à un autre, on est en panne comme dans beaucoup de clubs, et même encore aujourd'hui, d'ailleurs beaucoup plus aujourd'hui peut-être qu'il y a 1 ou 2 ans, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on a accepté tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés aujourd'hui dans nos structures, c'est des gens dont on s'est dit, ils vont adhérer à notre projet, ils vont rentrer dans le moule de ce qu'on demande, ils vont suivre finalement notre philosophie. Et alors que, là aussi, par expérience et par vie, je veux dire, on avait intégré des gens un petit peu au départ très hétérogènes et très différents, ce qui nous a causé de gros problèmes de fonctionnement. Et même à titre personnel, c'est des déchirements souvent difficiles à vivre. Donc voilà, ça nous a amené de la stabilité. Et cette exigence-là, on l'a eu au travers des entraîneurs et également d'une certaine façon au niveau des dirigeants, mais on l'a eu aussi au niveau des enfants. Parce qu'à un moment, moi, principalement peut-être moi, mais je pense aussi d'autres entraîneurs, mais de dire j'en ai marre de subir finalement, la porte d'entrée est ouverte, vous venez, et puis finalement, une fois qu'on est là, c'est pas ce qu'on voulait, alors on vient quand même parce que, non, j'ai dit à un moment c'est fini. Quand j'ai rencontré les parents en début d'année, je leur ai dit, voilà, vous arrivez, il y a un règlement intérieur, vous lisez, on vous le fait signer. Dans ce règlement intérieur, il est dit que vous vous engagez à ce que vos enfants viennent 2 à 3 fois par semaine, et plutôt 3 fois que 2, que le week-end ils soient en compétition, et bien sûr, il y a une tolérance vis-à-vis de ça. Je ne fais pas la guerre à chaque fois que le gamin me dit, non, moi je peux pas venir en compétition. Mais ceci dit, c'est bien marqué, c'est-à-dire que je fais la remarque systématiquement, et parfois il y en a un ou deux que je prends un peu par le cobac en me disant, écoute mon gars, tu me l'as fait une fois, tu me l'as fait 2 fois, la prochaine fois, tu peux rentrer à la maison, j'ai pas de souci là-dessus. Alors, je le dis parfois un peu brutalement ou un peu, souvent je discute souvent, parfois je suis un peu dur, mais souvent c'est un grand discours et c'est une pédagogie longue, c'est-à-dire que c'est sans arrêt un discours que je renouvelle, c'est quelque chose que je refais tout le temps, et quand je me fâche, je vais toujours faire le pas pour récupérer les gamins auprès de qui je me suis fâché. Bon, jusqu'à un moment ou un autre, soit c'est eux qui s'en vont, soit moi je dis vraiment je peux plus quoi. Mais voilà. Et donc cette exigence qu'on a remis au centre finalement de notre système, de notre fonctionnement, fait qu'on a maintenu beaucoup plus de présence à l'entraînement, beaucoup plus d'assiduité. Donc ça a été vraiment un point positif.
Et donc finalement, les gens viennent peut-être plus maintenant chez nous par hasard, ce qui était quand même le cas pour beaucoup. Bon, après, maintenant, si je passe sur les choses qui sont pour nous des sources de difficultés importantes, bon, comme je l'ai cité là, nous, on est très soumis, hein, comme beaucoup de gens. Donc moi, je suis salarié de l'association depuis maintenant 14 ans. J'ai une collègue qui est là depuis 3 à 4 ans, donc on est quand même 2 salariés, on est aujourd'hui 460 licenciés, pour vous donner une petite idée de ce qu'on représente en structure. On pense qu'on sera autour de 500 d'ici la fin de l'année. Donc on a passé un cap important, je vous rappelle qu'on était 160 licenciés au départ, hein, donc voilà. Et donc, mais ceci dit, on est toujours soumis à l'engagement des bénévoles. Donc ça, c'est mon premier point, c'est-à-dire que mon bureau, c'est un petit bureau, par exemple. Le bureau du club, c'est 9 personnes aujourd'hui. Pour une structure de 500 personnes, c'est pas beaucoup. Après, l'évolution, là aussi, fait que la qualité des cadres techniques et leur engagement, elle est très fluctuante. J'avais des personnes qui étaient très engagées il y a encore 2 ans, qui, pour des raisons